Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter les graphiques de bioénergétique et j'ai déjà fait une vidéo sur les schémas, si jamais. Alors tout d'abord je vais vous donner quelques conseils et après on entamera les graphiques avec le double marquage isotopique, le cyclo-ergomètre avec l'effort rectangulaire et l'effort incrémental, puis le diagramme de Gaja et enfin l'activité métabolique post-pringale. Sachant que j'ai déjà analysé le spirométre de Bénédicte dans la vidéo sur les schémas, parce qu'il y a une partie schéma et une partie graphique. Donc tout d'abord, quelques petits conseils généraux pour la bioénergétique. Ne faites pas l'impasse sur cette matière. Je connais des gens qui l'ont fait l'année dernière et qui ont regretté. Sachez que ceux qui veulent le faire cette année, je vous vois. On ne fait pas l'impasse sur cette matière parce qu'il y a 3 ou 4 questions dessus par CC. C'est très important de comprendre la partie théorique, même si vous avez des difficultés dans la partie calculatoire, parce qu'il n'y a pas forcément des questions à chaque CC ou chaque année dessus. Ensuite, moi je vous conseille d'écouter le cours du professeur Sherlock qui explique réellement bien. La majorité des choses que je vais vous dire aujourd'hui se basent sur ce qu'elle dit dans son cours magistral, qui est très bien expliqué. Donc on commence avec le double marquage isotopique. C'est une technique de thermochimie respiratoire de la calorimétrie indirecte. Je rappelle que vous avez la calorimétrie directe où vous mesurez directement la chaleur produite par l'organisme et la calorimétrie indirecte où on va estimer la chaleur produite en mesurant d'autres paramètres, puis après on fait des calculs. Pour la calorimétrie indirecte, vous avez la thermochimie alimentaire et la thermochimie respiratoire. Ici, on est dans le cas d'une méthode de thermochimie respiratoire. Donc en quoi ça consiste le double marquage isotopique? Ça consiste à marquer doublement l'eau, donc à la marquer avec 2 isotopes. Les isotopes, c'est les atomes qui ont le même nombre d'électrons et de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Et ces isotopes, c'est très important de retenir qu'ils ne sont pas radioactifs. Les 2 isotopes sont les suivants, le deutérium-2 et l'oxygène 18. Le problème, c'est que c'est une technique relativement coûteuse, ça utilise la spectrométrie de masse. Un gros engin comme ça, je suis pas sûre que vous l'ayez dans votre chambre, donc c'est avant tout pour faire de la recherche. Mais cette méthode, elle a quand même de gros avantages pour la recherche. Déjà, comme dit, les isotopes, ils sont pas radioactifs. Et ensuite, elle présente un minimum de contraintes pour le sujet. On va juste recueillir son urine 2 à 3 fois par jour. Et ça nous permet de faire un suivi au long terme des patients. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre avec le deutérium et cet oxygène? On va suivre le système de l'eau, du CO2 et des ions bicarbonate. Comme vous pouvez le voir, dans nos cellules, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours entre le CO2, l'eau, les ions bicarbonate. Et en gros, ça sert notamment, par exemple, à la balance acido-basique. Mais ça, c'est vraiment à titre informatif. Ce qui nous intéresse, nous, ici, quand on regarde les 2 équations qui ne sont pas à connaître par cœur, c'est que pour chaque produit réactif, est à chaque fois dosé l'oxygène 18 et le deutérium 2, sauf pour le dernier CO2, où on n'a que l'oxygène 18, parce qu'il n'y a pas d'hydrogène. On obtient alors un graphique comme ceci, où on voit que pour les deux, leur concentration diminue, mais également qu'il y a un écart entre les deux droites. Cet écart correspond à la production de CO2 qui sort pendant la respiration. Et voilà, comme j'ai dit avant, c'est parce qu'il n'a pas de deutérium. Je vous laisse quelques secondes pour me dire comment, à partir de la consommation en CO2, on peut trouver la chaleur métabolique produite par un patient. Donc ça, c'est calculatoire, pour le coup. Donc effectivement, on va faire 2 calculs. D'abord, on va servir du quotient respiratoire pour trouver la consommation en dioxygène. Et ensuite, on va multiplier la consommation en dioxygène par le coefficient thermique pour trouver la chaleur métabolique. Donc maintenant, entamons le cyclo-ergomètre. Donc avant, on était dans la partie de votre cours où on essayait de mesurer la chaleur. Là, on est dans une deuxième partie qui traite des facteurs de variation de la dépense énergétique. Et l'un de ces facteurs, c'est notamment l'activité musculaire, qu'on va déterminer grâce au cyclo-ergomètre ici. Donc on va demander aux patients de s'asseoir, d'effectuer un exercice physique afin qu'on obtienne une puissance et une consommation de dioxygène. Il y a 2 exercices qu'on va étudier, l'effort incrémental ou triangulaire, où on demande aux patients d'augmenter sa puissance petit à petit, puis on peut bloquer les roues pour nous-mêmes le forcer en guillemets à augmenter sa puissance, et l'effort rectangulaire effectué à puissance constante. Commençons par l'effort rectangulaire. Donc le patient il a fourni cet effort à puissance constante et on obtient 2 graphiques, un sur l'évolution dans le temps de la puissance et l'autre en fonction de la consommation en dioxygène. Et on remarque que sur les 2 courbes, les 2 courbes ne se superposent pas à 2 moments. Un moment en T1 qui correspond au moment avant que le plateau soit atteint pour la consommation en dioxygène et en T2 avant qu'on retourne à l'état initial. Pour quantifier cette différence, on va se servir de l'aire de la surface S de différence entre les 2 courbes. Pendant le temps T1, il y a une différence de S1 et pendant le temps T2, il y a une différence de S2. Bon, on est content, hein, mais ça nous sert à quoi? En fait, ça nous permet de mettre en évidence un mécanisme du métabolisme, les mécanismes anaérobiques. Quand on a besoin de fournir un effort, avant qu'on ait les mécanismes aérobiques avec le dioxygène qui se mettent en place, on va avoir les mécanismes anaérobiques qui sont beaucoup plus rapides et qui permettent une explosion
explosion de puissance plus élevée qu'en régime stable. Donc c'est un intérêt de survie. Donc ce schéma, il met en évidence l'existence de ces mécanismes, mais il s'y passe quoi concrètement? Parce que là, pour l'instant, les seuls indices que vous avez, c'est que le temps T2 il est plus long que le temps T1. Donc on va regarder un autre schéma du cours, et ce schéma, il porte d'une part sur la formation de l'ATP, et en bas on a la formation de l'ATP et de la phosphocréatine. Bon, normalement vous l'avez déjà vu en UE2, mais d'abord on a la glycolyse qui fonctionne sans dioxygène, elle permet la formation de 2 molécules d'ATP et de 2 lactates, et ensuite on va avoir le cycle de Krebs où on a besoin de dioxygène, et à partir de 2 pyruvates on va former 36 molécules d'ATP, sachant qu'il y a, dans les 36 il y a aussi les 2 molécules d'ATP d'avant, et avec la phosphorylation oxydative on va avoir 6 molécules de carbone et 6 molécules d'eau. Donc ça c'est le processus complet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que pendant notre temps T1, on va avoir la glycolyse plus l'utilisation de la phosphocréatine. Effectivement, pour avoir de l'énergie, soit on génère de l'ATP à partir de la glycolyse, soit on produit de l'ATP à partir de la phosphocréatine. On parle d'anaérobie alactique, si ça vous intéresse. Sauf qu'on produit aussi du lactate et des ions H+, qui vont devoir être réoxydés par la suite. Pendant le temps T2, le lactate qui est devenu l'acide lactique, la forme lactate acide lactique dépend en fait du pH. Donc l'acide lactique il est passé dans le sang et il va reformer du pyruvate qui va faire le cycle de Krebs, être oxydé jusqu'au stade CO2 plus eau. Et soit on va former enfin il fait soit ça avec le pyruvate, soit on va former du glucose et qui va ensuite donner des réserves de glycogène, mais ça c'est vraiment une toute petite partie. Pendant ce temps T2, l'ATP et la créatine ils vont être à nouveau synthétisés et notre corps il va revenir à l'état initial, donc son état initial, c'est-à-dire en termes de chaleur, d'activité cardiaque et respiratoire. Ensuite, on a l'effort incrémental. On demande au patient d'augmenter sa puissance petit à petit pendant 10 à 15 minutes, et pendant ce temps, on enregistre la puissance mécanisme qu'il produit et sa consommation en dioxygène. On remarque que la puissance et la consommation en dioxygène augmentent de manière conjointe jusqu'à un moment où on obtient un plateau qui correspond à la consommation maximale de dioxygène. Cependant, la puissance mécanique peut continuer d'augmenter. Pourquoi ? Grâce au mécanisme anaérobique qu'on a vu avant. Parce qu'il faut pouvoir continuer de courir si vous êtes poursuivi, même si vous avez atteint vos capacités maximales de dioxygène. La survie avant tout. Cette valeur dépend de plusieurs paramètres, l'âge, le sexe, l'entraînement physique, sachant que c'est 10 fois votre VO2 repos pour un sédentaire et 15 à 25 fois pour la VO2 repos pour un athlète. Mais ça dépend aussi de nos capacités respiratoires, circulatoires et musculaires individuelles. Donc ces chiffres sont à connaître. Vous devez aussi savoir que la VO2 est de 3,5 ml par minute par kilo. Donc pour connaître la consommation de dioxygène au repos de quelqu'un, vous faites cette valeur fois le poids de la personne. Passons maintenant au diagramme de Ghiaja. On est toujours dans les facteurs de variation de la dépense énergétique, et parmi eux, il y a notamment l'ambiance thermique qu'on étudie dans le diagramme de Ghiaja. Donc Ghiaja, c'est qui ? C'est un physiologiste qui a établi un diagramme qui montre l'évolution de la chaleur métabolique en fonction de la température ambiante. Il permet notamment de visualiser la zone de neutralité thermique. C'est la zone où la production de chaleur et de consommation de dioxygène sont les plus basses. Donc c'est très intéressant. C'est là où la dépense énergétique est liée à une ambiance thermique la plus faible. Donc de ce point de vue, on est le plus proche du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique de base d'un individu qui est minimale et qui est quand son métabolisme est au repos. Voilà, c'est plus détaillé en détail dans le cours, et il y a plusieurs paramètres, critères, et la neutralité thermique, c'est notamment un des critères de manière assez logique. On a aussi des zones critiques où notre corps est en hypothermie, en hyperthermie. Les mécanismes de régulation ont beaucoup de mal à subvenir à nos besoins. Et pour les avoir en dehors du diagramme, on peut effectuer des calculs, notamment calculer notre bilan thermique. Si il est supérieur ou inférieur à 1, on n'est plus en homéothermie. Dans le calcul du bilan thermique, on retrouve d'abord M. Je vous laisse me dire à quoi correspond M. C'est la chaleur métabolique. À celle-ci peut s'ajouter ou se soustraire HK. HK, ça correspond à quoi ? Ça correspond à la conduction, donc les échanges par contact direct, à laquelle on peut ajouter ou soustraire HV. La convection, échange lié au déplacement d'un milieu par rapport à un autre, à laquelle on ajoute ou soustrait HR, qui est le rayonnement donc électromagnétique qui est émis par tout corps chaud,
et auquel on soustrait uniquement, j'insiste vraiment, quel principe, quel phénomène? L'évaporation. Vous ne pouvez pas capter l'énergie de l'évaporation. Enfin, si on cherche le sommet de la production par le métabolisme, bon, ça c'est une notion qu'elle traitait un peu plus les années d'avant, mais encore une fois c'est un détail dit à l'oral. On voit que le sommet de production il est atteint quand on est en hypothermie. On voit aussi que la courbe elle est beaucoup plus exponentielle, donc ça veut dire que notre corps il a plus de capacité à lutter contre le froid. Cette année, ce qu'elle vous a dit, c'est surtout que la température critique supérieure elle est plus vite atteinte, donc on a moins de mal à se réchauffer. Mais ça, comme dit, c'est du détail. Passons maintenant à l'activité métabolique post-pringale. Donc on est dans la partie état alimentaire des facteurs énergétiques. Donc au début, dans les facteurs, on avait l'activité musculaire, l'ambiance thermique, là on a l'état alimentaire, et les deux facteurs suivants sont le rythme circadien et le métabolisme de base que je ne traite pas aujourd'hui. Pour contextualiser, une ingestion alimentaire cause une augmentation de la consommation en dioxygène à l'origine d'une production de chaleur. Tout ceci dépend de la nature des repas à gérer, dans lesquels vont varier les protéines, les lipides, les glucides. Donc, normalement, là, je vous apprends rien de nouveau. Cette thermogénèse post-pringale, elle s'explique par 3 mécanismes. Quand on mange, il y a un travail digestif, donc ça, c'est un peu important. On a aussi quelque chose qui se passe au niveau métabolique. On a l'uréogénèse et la lipogénèse, donc ça, c'est le facteur le plus important. Mais on a aussi la stimulation du système nerveux sympathique. Bon, vous le reverrez en anatomie, mais en gros, on a le système nerveux sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est pour les situations stressantes et d'action. Le parasympathique, c'est plus pour la mise au repos. Donc techniquement, quand on mange et qu'on digère un peu tranquillement, c'est surtout le parasympathique qui se met en place, sauf qu'il consomme très peu d'énergie. Donc c'est quasiment que le système nerveux sympathique qui a vraiment une dépense énergétique importante, notamment si on mange vite, si on a besoin de manger vite. Donc c'est pour ça que c'est le système nerveux sympathique et pas parasympathique. Ce qui nous intéresse sur ces graphiques, c'est qu'effectivement, selon qu'on ingère des protéines, des glucides ou des lipides, on n'a pas la même consommation en dioxygène, donc pas la même production d'énergie. Quand on ingère des protéines, on a une augmentation de 100%, donc on double, pendant 3 heures. Donc on retrouve une espèce de pic progressif, mais qui est ponctuel. Et quand c'est les glucides, l'augmentation elle est de 50%, et pour les lipides, c'est 20%. Un autre moyen de quantifier ces 3 différences entre les substrats, c'est de mesurer l'écart, l'air, à chaque fois entre la droite de consommation de dioxygène et entre chaque substrat. Et ça permet de mieux rendre compte au long terme de cette augmentation d'énergie. Donc pour les lipides, c'est plus de 30%. Pour les glucides, on a une augmentation de 10%. Et pour les lipides, c'est 3%. Ça, en général, vous le comprenez bien. Ce qui coince souvent, c'est l'interprétation de l'énoncé pendant l'examen. Là, je vous ai mis 2 annales où, en fait, vous préparez 3 rations alimentaires différentes et à chaque ration, vous allez avoir une seule nature d'aliment prédominante, un seul substrat. Et le but, c'est que chacune de ces 3 rations qu'on vous donne fasse la même consommation d'énergie, une consommation d'énergie qu'on vous donne à titre indicatif en général. Et donc, sachant que par exemple, les protéines sont ceux qui permettent d'avoir le plus haut pic de consommation en dioxygène, si vous voulez avoir une VO2 similaire en générant des glucides ou des protéines, vous allez devoir avoir une ration avec une masse beaucoup plus faible de protéines, puisque c'est les protéines qui permettent une grande augmentation. Donc si vous voulez le même chiffre pour quelque chose qui explose en puissance, vous allez en mettre moins. Donc voilà, c'était tout. Merci de m'avoir écouté.